Meuf, fume pas à l'intérieur s'il te plaît. Ah pardon, je sors. Ok, cool. Tu me fais pas la morale? Genre fumer, ça donne le cancer et tout? Je sais pas, tu m'as l'air déjà bien au courant. Ouais, mais moi ça va, tu sais, j'en fume 2-3 par jour, c'est rien. En plus, je vis à la campagne, je suis pas exposée à la pollution. Alors ça compense largement. Je pense que ça compense que dalle. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Je sais ça parce que figure-toi que la taille, ça compte. Dans l'épisode 7, on a expliqué ce qu'était un facteur de risque. Mais dire que deux trucs sont des facteurs de risque ne veut aucunement dire qu'ils sont similaires. Parfois dans la vie, la taille, c'est important. Du coup, en médecine, comment savoir qui a la plus grosse? Eh bien aujourd'hui, pour répondre à cette question, on va parler de taille d'effet. Quoi qu'on fasse, on peut presque toujours revenir en médecine à notre bon vieux tableau de contingence des familles. Tableau qui classe un groupe d'individus en malade, pas malade en colonne et exposé, non exposé en ligne. Prenons un exemple. Est-ce que des étudiants qui regardent de la vulgarisation sur YouTube ont de meilleurs résultats à leurs examens de fin d'année que ceux qui n'en regardent pas? Pour répondre à cette question, admettons que je fasse une étude. Je prends 500 étudiants qui regardent de la vulgarisation et 500 qui n'en regardent jamais. Je construis alors un tableau de contingence. Sur les 500 du groupe YouTube, j'en ai 450 qui ont réussi leurs examens et 50 qui ont raté. Sur les 500 non YouTube, c'est 350 réussites et 150 échecs. Alors ce tableau, il est pas mal déjà rien que comme ça. On comprend bien que visiblement, il vaut mieux regarder la vulgarisation sur YouTube si on veut réussir ses examens. Bon, je vais sûrement passer pour un monomaniaque en donnant la même citation de Ronald Fisher quasiment tous les 3 épisodes, mais les statistiques, c'est réduire la quantité de données. Alors moi, j'aimerais bien réduire ce tableau de 4 chiffres en un seul chiffre. Un truc simple et clair qui mesurerait l'effet de la vulgarisation sur la réussite. Une taille de l'effet en somme. Vous allez voir que comme souvent, il y a plusieurs méthodes. Le risque relatif, c'est le grand classique de l'épidémiologie et de la médecine. C'est ce que tout le monde cherche et c'est le plus facile à comprendre. Sur notre tableau, on va commencer par se poser la question, c'est quoi le risque de réussir notre examen dans chacun des deux groupes? On peut considérer que le risque de réussir, ça correspond à la proportion de ceux qui ont réussi parmi tous ceux qui ont passé l'examen. Bon, c'est facile ça, hein. Chez ceux qui regardent de la vulgarisation, c'est 450 sur 500, ça fait 0,9, soit 90% de chances de réussir. Et chez ceux qui ne regardent pas de vulgarisation, c'est 0,7, soit 70% de réussite. Bon, déjà, on passe de 4 cases à 2 cases. C'est pas mal. On continue. Maintenant, j'aimerais connaître le risque de réussir les examens si je regarde de la vulgarisation par rapport à ceux qui n'en regardent pas. Genre, ils réussissent 2 fois plus, 3 fois plus. Bon, je peux me l'écrire en équation, c'est pas compliqué. Le risque dans le groupe YouTube serait égal au risque dans le groupe non YouTube multiplié par un machin. Le machin étant le facteur multiplicateur, 2 fois plus, 3 fois plus, etc. Du coup, le machin, là, il est facile à avoir. Vous divisez des deux côtés par le risque du groupe pas YouTube, et vous avez machin égale risque YouTube divisé par risque pas YouTube. Ici, machin vaut 0,9 divisé par 0,7, soit à peu près 1,28. Bravo, vous venez de calculer un risque relatif, et vous avez résumé 4 cases en une seule. Vous avez 1,28 fois plus de chances de réussir vos examens avec de la vulgarisation que sans. Dit autrement, vos chances de réussir ont augmenté de 28%. Ce risque relatif, il s'interprète instinctivement. S'il vaut 1, c'est que les risques dans les deux groupes sont les mêmes. Oui, un risque multiplié par 1, ça ne change rien. Si ça vaut moins de 1, genre 0,3, c'est qu'il y a moins de risques que dans le groupe de référence. Et plus de 1, c'est qu'il y a plus de risques. Par exemple, ici, j'ai 2 papiers qui s'intéressent aux facteurs de risque de maladies cardiaques. Dans celle-là, le risque relatif d'avoir une maladie du cœur chez les fumeurs était environ de 2. Le risque était donc 2 fois plus grand pour les fumeurs. Et celle-là nous dit que les propriétaires de chats avaient un risque relatif de 0,92. Ils avaient donc un peu moins de risque d'avoir une maladie du cœur. Visiblement, tu protèges le cœur, mon pote. Le risque relatif, c'est top, mais figurez-vous que malheureusement, on ne peut pas toujours le calculer. Parfois pour des raisons mathématiques, parfois pour des raisons de design d'études. Par contre, on peut presque toujours calculer l'odds ratio. C'est un autre classique de l'épidémiologie. L'odds ratio est aussi une mesure relative d'effet d'un truc sur un autre. Il existe une façon de le dire en français, on peut dire rapport de cote ou cote relative. Mais je vais être franc avec vous, très souvent on utilise le terme anglais. Un odd ou une cote, c'est quoi? Vous avez peut-être déjà entendu des parieurs dire que tel ou tel cheval avait une cote de 5 contre 1, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça signifie que le parieur pense que le cheval a 5 chances de gagner et une chance de perdre. Attention, en disant ça, le parieur n'émet aucune hypothèse sur la probabilité réelle de gagner de son cheval, c'est-à-dire sur tout le nombre de victoires parmi toutes les courses du cheval.
Non, simplement un rapport gagner sur perdre, 5 contre 1. Revenons à notre tableau. C'est quoi les odds de réussir ces examens? C'est le nombre de réussites divisé par le nombre d'échecs. Dans le groupe YouTube, ça fait 450 divisé par 50, soit 9 contre 1. L'odd est donc de 9. Et dans le groupe non YouTube, c'est 350 divisé par 150, soit 2,33. Bon, à partir de là, on fait exactement la même chose que pour les risques relatifs. On se demande quel est l'odd de réussir son examen dans le groupe YouTube par rapport au groupe non YouTube. On pose notre machin, coefficient multiplicateur, on divise et bam, on a notre rapport de cote qui vaut 3,86. La cote de réussir les examens du groupe YouTube est 3,86 fois plus grande que celle du groupe non YouTube. C'est ce que l'on appelle un odds ratio. L'odds ratio est donc une mesure différente du risque relatif. D'ailleurs ici ça se voit bien parce que pour le même tableau de contingence, ils ne sont pas égaux du tout. 1,28 et 3,86, c'est franchement différent. Mais les odds ratio permettent de lier ensemble deux variables de façon assez similaire. Si l'odds ratio vaut 1, c'est que les odds de groupe sont les mêmes, plus de 1, c'est que la cote du groupe d'intérêt est plus grande, et moins de 1, c'est qu'elle est plus faible. J'ai un autre papier là, ils ont regardé s'il existait une relation entre la pratique de la zoophilie et le fait d'avoir un cancer du pénis. Les chercheurs ont trouvé un odds ratio de 2. Le fait d'avoir pratiqué la zoophilie multiplié par 2 la cote d'avoir un cancer du pénis. Écoute pas ce que je raconte, mon petit Zrazou, c'est pas des trucs pour les petits, ça. En général, en médecine, on s'intéresse à des odds ratios ou des risques relatifs de maladies, donc des trucs désagréables, en fonction de facteurs d'exposition. Du coup, on dit que quand les risques relatifs ou les odds ratios sont supérieurs à 1, les expositions sont des facteurs de risque. Et s'ils sont inférieurs à 1, ce sont des facteurs protecteurs. Alors, je mets de l'emphase sur le fait que odds ratio et risque relatif sont deux mesures de taille d'effet différentes. On n'a pas besoin de l'une pour interpréter l'autre. De la même façon qu'une moyenne et une médiane sont deux indicateurs de position différents. On n'a pas besoin de la moyenne pour comprendre la médiane. Si je vous dis ça, c'est parce que trop souvent, j'entends une explication rapide qui est « les odds ratios, c'est comme un risque relatif ». Et ça m'agace un peu, parce que ce n'est pas nécessaire de dire ça. Les odds ratios se suffisent à eux-mêmes. Mais pourquoi diable des gens souvent très professionnels feraient ce genre d'erreur? Eh bien, c'est à cause d'une petite ruse. Pour les indicateurs de position, on a vu que quand les distributions sont symétriques, la médiane était égale à la moyenne. Eh bien, figurez-vous que quand les risques sont rares, les odds ratios sont à peu près égaux aux risques relatifs. C'est facile à montrer, reprenons notre tableau en vitesse, mais rendons les chances de réussir notre examen super rares. Genre on n'a que 2 chances sur 500 dans le groupe YouTube et 1 chance sur 500 dans le groupe non YouTube. Je calcule le risque relatif, ça fait 2. Je calcule l'odd ratio, ça fait 2,004. C'est presque pareil. On comprend bien pourquoi d'ailleurs. Quand le risque est faible, eh bien le total des échecs est quasiment égal au total des participants. 500, c'est presque pareil que 499. Du coup, quand on a des odds ratios concernant des maladies rares, on se permet souvent de dire des phrases du genre « il existe un risque 2 fois plus grand que… », même si au fond, on n'a absolument pas calculé de risque, mais seulement des cotes. Mais bon, vous pourriez me dire « oui, mais quand même, c'est pas clair tout ça. Moi, je trouve ça pas très simple à comprendre, ces histoires de coefficients, multiplicateurs de risque. Il n'y aurait pas un truc plus simple, plus tangible? C'est vrai que déjà parler de risque, c'est assez chiant, parce que ça raconte quelque chose sur une population et pas un individu. Et là, en plus, on parle de facteurs multipliant des risques qu'on comprend pas facilement. C'est quand même bien galère. Alors, en 1988, une équipe de chercheurs canadiens, Lopacis, Sackett et Roberts, ont inventé une autre mesure de la taille d'effet, plus pragmatique, le NNT, Needed Number to Treat, ou dans la langue de Claude Bernard, nombre de sujets à traiter. Et cette mesure, elle est particulièrement utilisée pour exprimer les tailles d'effet des médicaments. Ce NNT répond à la question suivante. À combien de patients faut-il donner un traitement pour en soigner un de plus? Si les traitements fonctionnaient de façon parfaitement déterministe, alors la réponse serait évidente. Chaque malade à qui on donne le traitement est toujours soigné. Donc le nombre de sujets à traiter pour soigner une personne, c'est 1. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas de gaieté de cœur, mais les traitements, comme les maladies, se comportent plutôt de façon probabiliste. Du coup, il faut en donner à plusieurs personnes pour avoir une chance d'en soigner une seule de plus. Par exemple, si on considère que regarder YouTube c'est notre traitement et rater les examens notre maladie, alors le NNT de la vulgarisation sur YouTube est de 5. Je vous passe le calcul. Il faut que 5 personnes regardent de la vulgarisation sur YouTube pour obtenir une réussite de plus aux examens. Et ça, c'est assez cool comme mesure, on comprend bien ce que ça veut dire. On peut comparer directement des traitements les uns les autres, et on peut même se faire une idée assez instinctive de ce qu'est un bon traitement. Je vais prendre les NNT de quelques études en exemple. L'utilisation d'un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque a un NNT de 2,5 pour sauver une vie.
Il faut filer de l'ibuprofène à 16 personnes pour soigner un mal de tête en plus. Chez les patients ayant déjà eu une maladie cardiaque, prendre de l'aspirine en prévention a un NNT de 50 pour éviter un nouveau problème. En médecine, on est aussi super attentif aux effets secondaires des traitements. Alors on ne s'intéresse pas que au NNT, mais aussi au NNH, Needed Number to Harm, le nombre de sujets à traiter pour nuire. Ce qui est exactement la même chose que le NNT, sauf que l'on s'intéresse cette fois-ci au nombre de sujets nécessaires pour faire apparaître un effet secondaire en plus. Dans le cas de l'aspirine, par exemple, il y avait un NNH de 400 pour les hémorragies majeures. Mettre en rapport les bénéfices en NNT et les effets secondaires en NNH est l'une des façons pour faire ce que l'on appelle la balance bénéfice-risque d'un traitement. Bon, et du coup, pour cette histoire de 2-3 cigarettes et de pollution, est-ce que les tailles des fesses sont comparables? Si on regarde la littérature, que voit-on? Dans une revue de 2013 publiée dans Nature, les risques relatifs de cancer pulmonaire chez les personnes exposées à différentes pollutions sont de 1,10. Allez, 1,20 à tout casser. Alors que dans une cohorte de 2016, publiée dans JAMA, on trouve un risque relatif pour les gens qui fument entre 1 et 10 cigarettes par jour de 20. Un risque multiplié par 20, quoi. D'ailleurs, chez ceux qui ne fument que de temps en temps, une cigarette par-ci par-là, le risque relatif est quand même de 10. Alors du coup, oui, même si pour faire des comparaisons frontales de deux expositions proprement, il faut normalement faire des études spécifiques, je pense pouvoir dire sans trop me mouiller que non. Vivre à la campagne ne compense pas du tout le fait de fumer 2 cigarettes par jour, pour le cancer du poumon. Fois 20, c'est pas du tout le même ordre de grandeur que fois 1,2. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une taille d'effet. Si vous entendez parler de risques relatifs ou d'odds ratio dans des publications scientifiques ou dans les médias, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Quelques petites notes assez importantes pour finir. Alors, des tailles d'effet, il y en a beaucoup d'autres. Là, par exemple, je me suis restreint aux tailles d'effet entre deux variables qualitatives. Mais il y en a aussi pour mesurer les associations entre variables qualitatives et quantitatives. C'est-à-dire que, au lieu de regarder si les étudiants réussissaient ou pas leurs examens, on aurait pu comparer les moyennes des deux classes. Une différence de notes, c'est aussi une taille d'effet. Et il y en a aussi pour des variables quantitatives, comme étudier le lien entre le temps passé à regarder de la vulgarisation et les notes à l'examen. On aurait pu utiliser alors ce que l'on appelle un coefficient de corrélation. Si vous voulez aller plus loin et voir une autre approche des risques relatifs, vous pouvez aller voir cette vidéo de la chaîne Medifact qui les explique avec plein de petits bonhommes. Le lien est dans la description. Au passage, les problématiques de risque n'intéressent pas que les médecins, mais aussi les économistes par exemple, qui peuvent avoir envie parfois d'assurer contre des risques. Et à ce sujet, Richard de la chaîne Grand Angle, qui parle d'économie et de finance, m'a demandé le mois dernier d'aller parler des principes de l'assurance. Je vous mets donc le lien de cette vidéo en description aussi. Alors, grosse petite note. La façon dont je vous ai donné des exemples dans cette vidéo, tabac, zoophilie, aspirine, c'était un peu de la merde. C'était un peu de la merde pour plusieurs raisons. Quand on s'intéresse à une question de santé, il faut être extrêmement méthodique et précis. Se demander est-ce que le tabac provoque le cancer, ça ne veut quasiment rien dire en fait. Parce que c'est beaucoup trop vague. Mais genre vague dans les grandes largeurs. Le tabac c'est quoi au juste? Le mâcher? Le fumer? Combien de fois par jour? Pendant combien de temps? Chez les hommes? Chez les femmes? Chez les jeunes? Chez les vieux? Et comment c'est mesuré au juste? Par qui? Par quel appareil? Par quel questionnaire? Et le cancer? C'est lequel? Poumon? Vessie? Gorge? Tout mélangé? Diagnostiqué comment? Par quels critères? Par quel examen? Par qui? Bref, pour pas raconter n'importe quoi, il faut rentrer dans les détails. Surtout ne pas faire ce que j'ai fait dans cette vidéo. Par exemple, si on imaginait un essai clinique pour voir l'effet propre de différentes vidéos de vulgarisation de science sur un contrôle de physique. Par exemple sur le sujet « Comment mesurer le diamètre de la Terre ». Il faudrait tout décrire très finement. En Evidence-Based Medicine, on suivrait le processus PICO. PICO. P pour population. Je choisis des élèves de 3e d'un collège public en 2018 en France, à Paris, qui ne regardent pas habituellement de vulgarisation. I pour intervention. Je décris ce que je vais leur faire subir. Je vais les séparer en 3 groupes à qui je vais montrer à chacun une vidéo de vulgarisation sur le même sujet. Celle de Y penser, celle de Science for All et celle de Je m'énerve pas, j'explique. Ils devront regarder les vidéos en entier 2 fois à une journée d'intervalle, 1 mois avant le contrôle. C, c'est pour comparaison. Je fais un 4e groupe qui sera mon groupe contrôle et qui aura à lire l'article sur le sujet de Science étonnante sur son blog. 2 lectures, une journée d'intervalle, 1 mois avant l'examen. Et enfin, O, c'est pour outcome. Sur quels critères je vais juger mon intervention? Eh bien ici, sur la réussite du contrôle définie comme une note supérieure à 10. Voici les résultats de notre hypothétique expérience en risque relatif. C'est la présentation qu'on trouve habituellement dans les publications scientifiques. Ça nous donne une vision des différentes tailles d'effets.
Vous noterez au passage que les risques relatifs sont donnés par rapport à une même référence, ici le groupe blog. Ce ne sont pas des comparaisons entre les différents groupes. Voilà, c'était loin d'écrire, mais c'était super important. Il suffit que je change une seule chose pour que ces risques relatifs n'aient plus du tout le même sens et répondent à d'autres questions. Si je change ma population et que je prends des adultes au lieu des enfants, c'est plus la même question. Si à la place de mettre un article de blog sur la taille de la Terre, je mets un match de foot par exemple, je ne mesure plus l'effet spécifique de vidéos de vulgarisation. Je mesure l'effet spécifique d'avoir été exposé à de la vulgarisation tout court. Autre raison pour laquelle mes exemples sont à prendre avec des pincettes, c'est qu'à aucun moment dans cette vidéo, je n'ai fait d'inférence. C'est-à-dire que les risques relatifs odds ratio que je vous ai donnés ont été calculés sur des échantillons de population, pas toute la population générale du monde entier. Et passer d'un risque relatif d'un échantillon à la population entière, c'est un peu complexe. C'est ce qu'on appelle faire une inférence. Ça demande un peu de travail et quelques outils statistiques et méthodologiques. Je n'en ai pas fait ici, donc n'en faites pas non plus. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne trouverez jamais des risques relatifs ou des odds ratios seuls, mais toujours collés avec ce que l'on appelle un intervalle de confiance à 95%. C'est pour prendre en compte une sorte de marge d'erreur. On définit souvent cet intervalle de confiance comme un intervalle qui a 95% de chance de contenir la vraie valeur du risque relatif dans la population générale. Alors cette définition, elle est parfaitement fausse. En réalité, elle correspond plutôt à la définition de ce que l'on appelle un intervalle de crédibilité bayésien. Mais pour aujourd'hui, ça fera l'affaire. Et enfin, dernière raison de faire attention avec mes exemples, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais n'oubliez pas que tout ça, c'est des corrélations. Un odds ratio différent de 1 n'est pas suffisant pour affirmer que quelque chose est la cause d'autre chose. Parfois c'est le cas. Pour le tabac par exemple, je suis convaincu que c'est causal. Mais on verra ça une autre fois. Et enfin pour finir, vous avez dû voir quelques détournements de titres et de logos de chaîne YouTube dans cette vidéo. Je ne doute pas un instant que vous les reconnaîtrez toutes, mais comme je ne suis pas forcément le meilleur pour ce genre de choses, si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et merci à la chaîne La probabilité décrite à mon chien, qui est statistiquement certainement la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Salut et à la prochaine!